Vous êtes bien sur Bizane TV, action. La grande méthode, c'est le dernier livre de Louisa Yousfi, publié aux éditions La Fabrique et ça tombe très bien parce que nous avons le plaisir de recevoir, son auteur aujourd'hui, dans Délivrez-vous pour, parler de ce livre. Bonjour, salam alaikum Louisa. Bonjour. Bienvenue à toi, sur Merci. ce plateau. La grande méthode, c'est ton deuxième ouvrage, après, Rester barbare, Absolument. chez le même éditeur, hein, La Fabrique, Éditions. Un ouvrage qu'on a lu ici à Misène et on voulait en discuter, voilà, on voulait approfondir un petit peu, les thèmes que tu développes dans cet ouvrage. Mais avant de nous plonger dans ce livre, est-ce que vous pouvez nous expliquer, la signification de cette belle couverture, cette illustration? Quelle scène représente-t-elle? Alors, j'ai pas de alors c'est d'abord, il faut savoir ce que c'est-à-dire que c'est une toile d'un peintre, palestinien qui s'appelle Ryan Yasmine, qui a été, peinte, à la faveur du texte, en fait, hein, au contact de ce texte. C'est un peintre qu'on a contacté avec mon éditrice parce qu'il nous semblait qu'il, faisait un geste qui était un peu similaire au mien, en tout cas au moment de l'écriture, qui consistait en fait à se ressaisir, disons une imagerie, qui appartient, plutôt à l'univers, comment dire? De la mythologie persane, notamment, pas que, mais notamment, et qui reprenait comme ça des espèces de grands récits, merveilleux, mythologiques, qui appartient, voilà, au monde, à ces mondes-là, et que, donc du coup, il y a un effet un peu, comment dire? Désuet dans le trait et puis dans mon écriture aussi, à certains endroits, mais qui le mettait au contact d'une réalité plus contemporaine. Il y a quelque chose comme ça d'un peu anachronique, mais volontairement anachronique, et en fait, on s'est dit: «Mince, ce qu'il fait, ça ressemble un peu à ce que je fais». Enfin, en tout cas, il y avait une espèce de complicité, enfin de familiarité, et on l'a contacté pour savoir si ça l'intéressait, justement de faire cette couverture. Mais nous, ce qu'on a fait précisément, c'est que, c'est un artiste à part entière. Donc on lui a pas fait, on lui a pas proposé une liste de courses. On lui a pas dit: «Voilà ce qu'on veut qu'il y ait, on veut qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, qu'il y ait ça». On lui a dit: «Voilà, nous on a un texte et tu vois à partir de ce texte, ce que ce texte t'inspire, et tu te voi et voilà, tu crées Donc il a lu une le toile». texte. Oui, absolument. L'auteur a lu le peintre a lu le texte avant de Ah oui, réaliser la oui, toile? bien sûr. Enfin, donc en fait, c'est au contact, en fait, c'est vraiment 2 œuvres qui «collaborent» entre guillemets, quoi. D'accord. Et c'est lui qui a, voilà, qui a développé cette toile, selon sa propre, interprétation du livre. Et donc je pourrais pas aller dans les détails parce qu'en fait, c'est très, très référencé. Il a même fait un je vous invite à lire, il a fait un texte justement pour, expliquer. C'est très long, c'est très référencé, il y a des choses très précises. Donc il a pas simplement fait, comment dire? Ce qu'on appelle une illustration. Une illustration, c'est simplement, voilà, rendre compte de ce qu'il y a. On a pris des éléments du texte, on les illustre. Non, il a interprété Il y a du symbolisme, le hein, texte. Voilà, voilà, dans du le symbolisme bon, il y a clairement. un paon, il y Bon, il a y a un une pan parce espèce que de chouette avec un visage humain, mais voilà. justement, on Pas aimerait comprendre à quel symbolisme cela renvoie, Non, parfois. mais parce qu'effectivement, il y a des textes, par exemple, il y a un texte à l'intérieur qui est une espèce de réécriture, de la conférence des oiseaux. Ouais. Et donc, là, puis il y a à d'autres endroits, je crois que le motif des oiseaux revient, enfin, c'est un motif important dans ce Il y a un dans oiseau qui s'envole à la fin du récit, de dans l'enterrement l'image, voilà, exactement. de l'enterrement, C'est bien une sûr. très belle chute. Ça m'a fait penser à certains, bon, c'est pas pour vous gonfler votre ego, mais ça m'a fait penser à certaines techniques qu'utilise beaucoup Victor Hugo, dans ses poèmes. Il part sur une direction et puis à la dernière minute, il part dans l'autre sens où il met une image comme ça. Voilà, c'est effectivement l'oiseau est très présent, ouais. Ouais. Et ouais, voilà, donc il a bon, il y a cet oiseau qui s'appelle le simor, qui est bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en Ouais, reparler. ouais. Mais lui, il en a fait enfin, il en a fait un «pan» entre guillemets, parce qu'il se trouve que j'ai écrit ce livre en résidence d'écriture à Rome, Ouais, à la Villa Médicis, où il y a des pans, en fait, constamment, d'accord. qui tournaient autour de moi. Et du coup, c'était, dans mon récit un peu intérieur, comme je lisais aussi, de la littérature persane où le simor, était comme ça très présent, je me figurais que dans ma tête, que le pan, c'était une espèce de dégradation ontologique de Du cet cimorgue, oiseau, d'accord. oui, merveilleux. Ouais, Et ouais, donc du coup, lui, il a choisi de l'inscrire comme ça sous forme de pan. d'accord. Parce que c'est quand même un livre qui tient beaucoup aussi en, comment dire? Les 2 niveaux, quoi. Le niveau très terrestre,
et en même temps, plus On pense au phénix aussi. oui, on pense au Là, phénix, oui. qui ressemble, j'ai l'impression que ça ressemble un peu au pan au niveau de C'est vrai, l'illustration, c'est vrai, sans les couleurs bien sûr, mais ouais, ouais, tout à fait. c'est vrai. Alors, ce livre raconte donc, le voyage que vous faites en Algérie pour, donc, procéder à l'enterrement de votre père, défunt. Donc il y a tout un récit, voilà, qui explique toutes les étapes par lesquelles vous passez, toutes les expériences, que vous vivez, au cours de ce moment douloureux. Heu, En écrivant cet ouvrage, c'est une question un peu d'introduction, quelle finalité, pardon, poursuiviez-vous? Quel objectif souhaitiez-vous atteindre? Alors, je ne sais pas si on peut parler comme ça d'un livre de littérature. C'est-à-dire que quand on écrit, on ne sait jamais véritablement les raisons pour lesquelles on écrit. En général, ça vient après, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis en promotion pour le livre, donc je suis obligée un peu de, comment dire, de repenser, enfin de reconstruire un récit, disons, mais c'est un récit rétroactif qui cherche à comprendre exactement la raison du geste. Mais en tout cas, d'abord, c'est un récit qui m'est arrivé, c'est-à-dire, voilà, il y a une charge autobiographique forte, qui est donc effectivement le rapatriement du corps de mon père en Algérie, qui, moi, comment dire, a constitué un moment extrêmement important dans ma vie, même hein, quelque chose que je considère être de l'ordre de d'un moment un peu de révélation, ou en tout cas, c'est un moment fort. Et c'est un moment fort au sens où c'est un moment qui, par ailleurs, me semble être quelque chose d'assez incontournable, en fait, dans la vie des descendants d'immigration, puisque ça, c'est ce qui arrive, je pense que la très grande majorité enfin, des parents émettent le souhait d'être enterrés dans leur pays d'origine, et donc c'est quelque chose qui va arriver de toute manière. On sait quand on est enfant de l'immigration, descendant d'immigration, que ce voyage va être fait, et on le prépare plus ou moins, mais voilà, sans y penser. Puis quand ça arrive, et ce moment où ça arrive, il me semble que c'est un espace qui s'ouvre où en fait, va remonter à la surface différents nœuds qui sont liés à la question de l'intégration, ou des questions qui sont liées à des questions d'identité, de loyauté aussi. Parce que, j'étais tombée sur une phrase un jour, d'un écrivain, je pense, sud-américain, mais peu importe. La phrase disait: «On appartient à un pays, non pas à partir du moment où on y fait naître nos enfants, mais à partir du moment où on y enterre nos morts». Moi, ça m'avait absolument frappée. Je me suis dit, parce que qu'est-ce que cette phrase signifie du coup à l'endroit de descendants de l'immigration, puisque nos morts, on les enterre pas en France. Alors que pourtant, on est français, on a les papiers français, même on projette d'y rester, même d'y faire naître nos enfants, et cetera. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du coup d'appartenance, pas appartenance? Et je pensais que là, il y avait quelque chose qui ouvrait l'espace d'un récit, d'un récit aussi de la condition des descendants de l'immigration, à proprement parler. Voilà, et à partir de ce récit-là, comme c'est en plus l'histoire d'un deuil, il se trouve que, mais ça c'est un truc assez classique, qu'un deuil, ça nous, comment dire, ça nous met au contact de questions qui sont des questions liées à la religion, à la vie, à la mort, à la transcendance, à l'au-delà, au sens de la vie. Et oui, je pense que la mort de quelqu'un, la mort d'un être aimé, met au travail ce qui reste, quoi. Met au travail ce qui reste d'essayer de fabriquer du sens, de comprendre. Enfin, ça nous remet au contact de questions qui, dans la quotidienneté, peut être plus facilement perdues, enfin, peut être plus facilement ignorées, quoi. Vous disiez que, on se prépare tous plus ou moins à ce voyage, en Algérie ou dans d'autres pays, suivant les origines. Est-ce que, vous étiez réellement préparé à ce voyage et à cet événement qui est la mort de votre père? Disons que oui, on sait que ça va arriver, mais je pense que tant qu'on l'a pas fait concrètement, le geste, qui n'est pas rien, de prendre le corps de son père, de le prendre, de le faire traverser la Méditerranée, de l'amener en Algérie, qui est un pays par ailleurs où on met plus beaucoup les pieds, de le laisser là-bas et de retourner, là on comprend que c'est pas rien. On comprend que là il se joue quelque chose, enfin que c'est pas un geste anodin, ça raconte quand même quelque chose, j'allais dire tragique, quasiment. Donc oui, je pense que j'ai cherché à, oui,
à comprendre ce qui se jouait à différents niveaux, à la fois sur le plan intime, et aussi sur le plan politique, et aussi sur le plan spirituel, dans cette traversée, dans ce voyage-là. Alors, on va commencer à faire un peu l'exégèse de votre livre, si vous me le permettez. Page 11, vous avez un passage, sur les prénoms, le choix des prénoms pour les enfants. Voilà, vous écrivez, vous annoncez avoir une règle, vous annoncez avoir une règle en la matière. Donc je vais lire un petit passage. «Voici ma règle en la matière. Elle est ferme. Il faut nommer ses enfants en fonction de la catastrophe qui arrive. Il faut leur donner des noms qui les replacent au sein de l'armée à laquelle ils appartiennent. Il s'agit de transmettre la mémoire de leur rang, leur faire entendre les sons glorieux d'où ils émergent, qui toujours les accompagneront et donneront sens à leur vie comme à leur martyre.» De quelle catastrophe s'agit-il, Louisa? Vous dites, il faut nommer ses enfants en fonction de la catastrophe qui arrive. De quelle catastrophe parlez-vous? Le fascisme. Le fascisme, tout simplement. C'est une catastrophe qui, par ailleurs, on est déjà en train de la vivre, hein. C'est pas comme si on était en pure extériorité et qu'on était jusqu'ici à l'abri, hein. Je veux dire, la communauté musulmane est déjà, en France, exposée à toutes sortes de violences à différents endroits. Et à différents endroits, et depuis un certain temps déjà, et on sait que ces violences-là vont se durcir, se préciser et s'élargir davantage. Je pense que voilà, on est quand même dans un pays, je crois que c'est un des pays les plus islamophobes d'Europe, probablement du monde. Et on sait qu'on est les cibles prioritaires. Avec la première communauté musulmane démographiquement, la Oui, c'est plus ça. importante en Europe? Paradoxalement, en fait, c'est un paradoxe, et en même temps, c'est comme ça que ça. C'est la raison aussi pour laquelle, on va dire, parce qu'il y a une espèce de menace démographique, on va dire, des musulmans en France. Mais bon, l'islam aujourd'hui en France est véritablement la figure de l'ennemi intérieur, de l'ennemi à abattre. Il faut absolument, voilà. Donc à cet endroit-là, je veux dire, ça me semble évident qu'il y a quelque chose qui, si on parle, moi je parle notamment du RN au pouvoir, etc., mais sans le RN même, en fait, hein, sans le RN, il y a déjà comme ça une radicalisation de l'islamophobie des États, l'islamophobie comme système de gouvernance, qui est un système de surveillance, de mise au pas, d'intimidation. On est dans un pays où on ferme des mosquées sur simple décision préfectorale pour des raisons politiques, où on a expulsé des imams pour des raisons politiques également, des choses absolument arbitraires. On est dans un pays où des collectifs qui luttent contre l'islamophobie sont dissous. Je pense notamment au CCIF. Genre, le CCIF, en plus, c'est une organisation qui était extrêmement légaliste, au sens où il s'agissait simplement d'accompagner juridiquement les victimes d'islamophobie. On a estimé déjà ça, que c'était trop. Donc, il fallait absolument empêcher la défense des intérêts des populations musulmanes. Bon, et voilà, ça me semble évident que la catastrophe est là, oui, bien sûr. Et derrière cette islamophobie, finalement, un aspect, parce que parfois on traite la question de manière individuelle ou de manière libérale, c'est-à-dire nous avons des libertés, liberté de culte, etc. Et donc finalement nous sommes entravés dans nos libertés religieuses. Mais ce qui est intéressant également à analyser, si on prend un petit peu de distance, c'est que finalement c'est un déni de, j'allais dire, d'appartenance nationale, sans surjouer la posture, hein. Il ne s'agit pas de cocorico, de Marseillaise ou quoi que ce soit, mais il s'agit d'un sentiment tout à fait naturel que de vivre dans un pays et de s'y sentir chez soi. C'est un sentiment naturel que tout le monde partage. Et il n'y a pas besoin encore une fois, de surjouer le nationalisme ou quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. Mais est-ce que derrière, finalement, cette islamophobie, on peut aussi parler d'un. Enfin, c'est pas une question, c'est une question, finalement, une affirmation interrogative, quelque part. C'est un déni d'appartenance nationale, c'est-à-dire c'est un refus que une partie de la nation, parce que elle est légitimement. Elle est légitime dans ce droit-là, même s'il est nié, est déniée finalement. Ah oui, absolument. L'islam, c'est vraiment la chose dont qu'on demande de se départir pour appartenir effectivement au corps légitime de la nation. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est absolument indissoluble. C'est pas compatible avec les valeurs de la République.
Ça fait peser par ailleurs, sur la France et l'Europe, une menace qui est de l'ordre de la contamination morale, quoi. C'est-à-dire, ça c'est un monde, ennemi, c'est un monde qui appartient, comment dire, à des archaïsmes, à de l'obscurantisme, et qui c'est pas compatible avec, bah, les valeurs de comment dire, des Lumières, ou du modernisme ou de la modernité, occidentale. Ça, c'est très, très, très ancré. C'est ancré, je pense vraiment à tous les niveaux de l'échiquier politique, même à gauche, c'est-à-dire même dans des logiques qui sont pas des logiques là, on parlait de l'extrême droite, qui étaient plus des logiques d'exclusion. Même dans les logiques d'inclusion, par exemple, ce que moi j'appelle intégrationnistes, qui consiste à dire: «Oui, non, mais vous avez votre place dans cette société». Ces logiques intégrationnistes, elles se font quand même sous conditions. C'est-à-dire que quand même, le deal implicite, c'est que bon, à la fin des fins, bon, vous allez finir quand même par devenir de moins en moins musulmans, on est d'accord. Et puis vos enfants, puis voilà, puis vos enfants vont cesser de plus en plus, et puis ça va se perdre, et puis oh, voilà, vous allez embrasser la norme dominante, qui est quand même la norme occidentale, blanche, euh, chrétienne athée, quoi. Je veux dire, c'est sécularisé, quoi, mais avec des valeurs chrétiennes sécularisées. Mais voilà, c'est ça le modèle vraiment comment dire, à embrasser pour vraiment, comment dire, avoir tenu la promesse de l'intégration. C'est-à-dire si on est reconnaissant, c'est ça qu'il faut c'est l'objectif, quoi. Et d'ailleurs même les politiques qui viseraient, comment dire, à nous défendre même en tant que musulmans, je pensais à notamment, une partie de la gauche, par exemple, qui était minoritaire, hein, par ailleurs, hein, mais même cette partie minoritaire de la gauche qui, par exemple, a pu défendre le port du voile des femmes, à l'école, c'est minoritaire. Bon, il y avait beaucoup ça, enfin, ces discours de défense s'inscrivaient toujours quand même dans l'idée que il faut inclure, les femmes musulmanes, pourquoi? Pas pour qu'elles puissent être musulmanes comme elles sont, c'est-à-dire que pour qu'elles apprennent, enfin, il faut qu'elles aillent à l'école pour qu'elles réalisent d'elles-mêmes qu'en fait, leurs intérêts, de femmes, Qu'elle s'émancipe, qu'elles s'émancipent au contact des valeurs qu'on va leur enseigner. Parce que pour ouais, l'instant, elles sont aliénées, purement aliénées. c'est Nous, on ça. peut leur apporter, voilà, l'éducation à l'émancipation, et cetera. Et donc c'est toujours quand même dans une logique de, c'est-à-dire on peut pas considérer qu'il y a une dignité en tant que telle, en soi, de cette croyance-là, comment dire? De cette religion-là, que c'est des choses qui peuvent coexister en égale dignité dans un même espace. Ça, c'est pas possible. Dire le Oui. vivre ensemble, c'est vivre ensemble selon les codes dominants, c'est pas c'est pas selon. Mais c'est vrai, mais après, bon, on va pas, on pourrait en parler longtemps de cette question, mais finalement, juste pour résumer, pour terminer sur ce point-là, finalement, c'est peut-être aussi parce que l'islam cristallise en son sein de nombreuses tendances qui ne sont pas le reflet de la modernité, justement, et des valeurs modernes, de Mmh. l'anthropocentrisme, l'homme est au centre de Ou tout. de la marchandisation. Alors oui, après il y a la question du capitalisme, ou du matérialisme, Oui, même philosophique, ou du nihilisme, pardon, ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, il y a beaucoup bien sûr, d'éléments là-dessus. oui, 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 tout à fait. oui. Alors sur ce même passage que j'avais lu, donc sur la règle, sur les prénoms, vous dites aussi, «Quels parents espèrent mettre au monde des enfants qui seront épargnés de la ruine qu'ils leur lèguent?» Donc cette ruine, à quoi vous pensez quand vous parlez de cette ruine? Est-ce que vous parlez de cette identité, de cette altérité qui va être, vécue dans une société française et avec toute l'islamophobie, la menace, du fascisme que vous évoquez? C'est cette ruine-là que vous évoquez ou c'est autre chose? Oui. Non, mais oui. OK, merci. Au revoir. Non, mais oui. Alors d'abord, je vais faire une précision sur la forme de ce texte et de ce bah, du livre. C'est pas un essai. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, vous dites: «Vous écrivez ça, vous dites cela». En fait, là, par exemple, c'est un dialogue entre un maître et son disciple. Je ne suis ni le maître, je ne suis ni le disciple. Je suis à peu près tout ça à la fois. Je suis à peu près tout. Enfin, c'est différentes voix, mais c'est des voix qui sont plutôt des instances qui me travaillent, quoi, mais qui sont pas directement réductibles à ce que moi je dirais comme ça, dans la vie réelle, en fait. Je le défendrai pas en ces termes-là. C'est-à-dire que ça me permet de déployer des pensées et de voir jusqu'où elles mènent, et ça me permet, oui, de rendre compte aussi de ce qui me hante, comment dire? D'autres régimes, en fait, de vérité, d'autres régimes, de discours
qui sont à l'intérieur de moi, mais qui sont contradictoires, qui sont mouvants, et cetera, voilà. Donc là, par exemple, ce maître-là, qui est donc un personnage, hein, faut vraiment c'est un personnage qui est une mise en scène, et cetera. On ne sait pas trop à quelle époque il appartient. Il dit, la ruine qu'ils nous lèguent, enfin que les parents lèguent, bah, d'abord, moi, ça me permet de matérialiser effectivement une hantise qui est la mienne et que je pense possiblement aussi une hantise que les gens de ma génération, qui a à peu près mon parcours, mon histoire, peuvent avoir à l'endroit de leurs enfants, par exemple. Moi, je sais que, eh ben, j'ai été acculturée en France. J'ai été acculturée au contact de plein de choses, au contact de l'islamophobie, au contact de la, comment dire, bah, de ce qu'on appelle le racisme structurel, ou de l'intégration, qui nous a demandé effectivement, comment dire, de faire une espèce de rupture générationnelle. Enfin, qui a demandé implicitement de faire une rupture générationnelle avec nos parents, c'est-à-dire du coup, on abandonnait un certain nombre de choses. Enfin, tu veux dire, c'était pas dans notre intérêt de cultiver ces choses-là. Par exemple, je sais pas, je parle de la langue arabe, même de la religion, Ouais, c'est-à-dire on va en parler, ouais, ouais. on est dans un règne qui nous a plutôt martelé dans la tête que l'émancipation, c'était, pas que la religion, c'était un pur lieu d'aliénation et que l'émancipation, ça passait par le sécularisme, et cetera, par le rationalisme, par le matérialisme, et cetera. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, elles ont oui, ça a créé il y a des choses qui se sont distendues, qui se sont perdues, mais en même temps, on a aussi répondu à ça. Enfin, je veux dire, mais moi, j'ai le sentiment d'avoir hérité, finalement de très peu de choses, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui a Vous été en voulez à cassé. vos parents ou à votre Non, famille? c'est pas de leur faute. Je pense pas que ce soit de leur faute. Je pense que c'est, eux, ils avaient cette préoccupation qui est normale quand on est des parents, c'était de faire en sorte qu'on soit pas trop exposé à la violence de ce monde, à ce pays-là. Donc l'idée, c'était De faire profil bas? de faire oui, en tout cas, comment dire? De s'intégrer tout simplement, de Ouais. s'intégrer, de pas oui, moi, dans Rester barbare, j'ai un moment où je dis que les aînés nous poussent comme ça en disant: «Écoute ma fille, va mon fils, va ma fille, fais ce qu'ils veulent que tu fasses, mais envoie des signes de temps en temps. N'oublie pas que tu es des nôtres». Il y a 2 autres donc c'est-à-dire quelque chose comme une dialectique, c'est-à-dire il faut en fait d'abord commencer à rentrer dans ce monde-là et à l'intérieur après à ce moment-là, tu auras les armes de t'affirmer. Tu auras enfin les armes pour pouvoir t'affirmer. Et là, je pense qu'on est moi, j'ai l'impression d'être à ce moment-là, c'est-à-dire que, bah, c'est bon, maintenant c'est bon, j'ai fait ma place, je sais pas quoi, je suis française, j'ai appris, le français, voilà, je connais, Je mes connais classiques, les voilà, codes les sociaux, codes les et codes culturels, cetera. ouais. Et en même temps, à ce moment de dire: «Bah, maintenant affirme-toi», et ben, il y a des choses qui sont, bah, que je dois tout ra je dois c'est à moi de faire un travail de réaffiliation, je dois tout, commencer À reconstruire. à reconstruire, voilà, mais reconstruire à partir de ruines, c'est-à-dire à partir de lambeaux, de choses, je rafistole. C'est des choses qui sont parce que par exemple, oui, voilà, j'ai pas d'érudition à cet endroit, il y a une érudition que j'ai pas. À l'endroit, par exemple, de l'islam, Alors on va en parler, j'aurais une question là-dessus. ouais. En lisant votre livre, Louisa, j'y ai vu, vous allez me dire si je me trompe, j'y ai vu le portrait d'une femme traversée par des tendances contradictoires. Qui la menace à tout instant d'imploser. On parlait de religiosité, alors il y a des tendances croyantes au sens classique, hein, qui sont illustrées par beaucoup de passages. Il y a certaines tendances, païennes, vous écrivez vous-même, vous parlez de prières païennes, à un moment donné, et même parfois des tendances, agnostiques. On en reparlera, le tout dans le même individu. Êtes-vous en quête, Louisa, de votre propre unité, menacée par cette déchirure intérieure, un peu comme, plusieurs plaques, tectoniques, qui viendraient se frotter l'une à l'autre, provoquant des séismes, mais des séismes intérieurs? Bah, oui, en quête d'unité. Moi, je dirais même en quête, d'appartenance. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment, effectivement, d'avoir été, individualisée et en ayant été individualisée, d'avoir, été exposée à un ordre qui, en fait, me veut du mal, c'est-à-dire ne veut que m'exploiter, quoi, en fait. Et que je comprends le sens de l'individualisation à ce moment-là, c'est-à-dire, en fait, c'est m'empêcher d'avoir une protection, un recours
à ma communauté notamment. Et que oui, j'ai l'impression d'avoir, je pense après l'individualisme, c'est quelque chose qui est très marqué ici, enfin, je veux dire l'atomisation comme ça, de toutes Surtout les dans les grandes structures, villes, les grands bah, centres de toutes les urbains. structures collectives, bah, c'est un truc qui est très marquant, en France et c'est un truc qui, pour le coup, est assez contradictoire. Enfin, je veux dire, c'est là, si on peut dire qu'il y a quelque chose quand même de différent vis-à-vis de mes parents, enfin de la communauté, à laquelle, j'appartiens, c'est que moi, jusqu'ici, la famille, c'était ce qu'il y a de plus important, c'était même un abri, c'est des choses qu'il faut cultiver, donc les liens de filiation. C'est pour ça d'ailleurs que le livre il commence comme ça, c'est vraiment un livre qui commence sur la question de la filiation, c'est ça le point de départ, c'est ça qui met en branle, c'est ça qui fait qu'on se met à repenser la question de la spiritualité. C'est moi, j'ai des enfants, moi, c'est à partir du moment où j'ai été mère que je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que j'ai à transmettre? Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Pour pouvoir transmettre, il faut hériter. Et donc, quel est cet héritage? Donc, ça, c'est des questions. Mais donc, c'est toujours lié à la transmission, à la famille, à voilà, qu'est-ce qu'il faut que. Et puis, dans ce contexte-là, quoi, qui est un contexte, encore une fois, extrêmement hostile. Donc, oui, bah, mais c'est un récit, effectivement, bah, d'une conscience torturée, entre guillemets, mais qui est torturée pour des raisons objectives, pour des raisons politiques. C'est pas simplement quelque chose de personnel, purement singulier. Je pense que là, il y a des choses, il y a un récit disons, de la conscience post-coloniale, quoi, de ceux qui héritent aussi de la dépossession, de l'exil, de ce que ça a produit sur eux, de ce qui a été abîmé. Et je pense que ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie de montrer, c'est ce récit-là de gens qui, à partir de pas grand-chose, de rien, essaient quand même de faire tenir, de bâtir une espèce de maison, comme ça, un peu, comment dire, rafistolée, approximative, imprécise. C'est moi, les références que j'ai, je les chine un peu comme à droite, à gauche. C'est un peu du bricolage. C'est du bricolage, absolument. Ouais, ouais. Et j'essaie d'en faire quelque chose ou me tenir un peu dignement, quoi. Mais c'est la réponse que je pose à ce qui m'a été fait, en fait. C'est-à-dire que, bon, bah, j'essaye de faire quelque chose à partir de ça. Et je pense que ça, c'est un trait que j'identifie quand même comme quelque chose de générationnel. Oui, alors c'est le déracinement, c'est la crise d'identité. Alors vous parliez du chapitre sur la langue arabe. Alors vous expliquez dans ce chapitre les raisons qui justifient, selon vous, votre ignorance de la langue arabe, le fait que vous avez du mal à l'apprendre. Alors vous évoquez plusieurs causes, vous mettez ça aussi un peu sur le compte de la France. Mais je dois vous dire franchement que j'ai pas été convaincu. Parce que je veux dire, vous êtes brillante, vous êtes intelligente, vous parlez plusieurs langues, et vous le dites aussi dans votre Je parle livre. pas plusieurs langues, hein. Vous parlez pas plusieurs Ah langues? non, Vous je dites- parle que français, je suis nulle. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Bon, alors je retire ce dernier point. Mais enfin, vous avez la possibilité d'apprendre des langues. Je veux dire, Oui, bien sûr, vous avez toute les la possibilité, ouais. capacités intellectuelles et la possibilité de le faire. Et donc, j'ai eu le sentiment que vous tentiez un peu de dissimuler par l'éloquence de votre verbe, peut-être, je sais pas, un manque de volonté, d'appétence, ou peut-être une paresse dévorante. Et voilà, est-ce qu'il y a un peu de ça quand même? Bah, c'est ce que je dis dans le récit. C'est-à-dire, je dis, on traîne des pieds, ça nous fait chier, pardon, Ouais, 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 ça ouais. nous emmerde. Ouais, C'est le samedi matin, on ouais. préférait rester à la maison. Bah, évidemment, moi, je n'ai pas de problème à dire ce genre de choses. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que, bien sûr qu'il y a la question de la responsabilité individuelle des uns et des autres, mais ça ne suffit pas à expliquer que, je veux dire, ça a touché quand même un certain nombre de gens de ma génération. De ne pas parler le français alors que leurs parents parlent De pas parler l'arabe. de pas parler l'arabe alors que Ouais. heu, du coup, on peut pas juste dire: «Bah, c'est une responsabilité des uns et des autres». Voilà. Je pense qu'il y a si ça fait phénomène, s'il y a un phénomène, même s'il y en a qui ont réussi. D'ailleurs, je commence comme ça, je dis: «Bah, c'est bizarre, en plus, il y a des fratries, il y a des gens qui parlent très bien, il y en a qui parlent pas, on sait pas pourquoi et cetera». Je pense qu'il y a quand même un phénomène, comment dire? Sociétal, quoi, qui peut pas être simplement, mis sur le dos de la responsabilité, des enfants, quoi. C'est pas juste, oui, on pourrait avoir fait peur Non, pas les de. enfants, mais en tant qu'adulte, c'est à partir du moment, où après vous développez voilà, vous avez votre assise, vous avez vos repères, Oui, c'est vrai que, oui, voilà, j'aurais pu, oui. Non, oui, mais c'est et vrai. c'est pour ça que je parlais, est-ce que il y a pas un manque d'appétence Bah, ça, ou de c'est encore voilà, après, mais ça, c'est ouais, pas la question. Non, moi, je parle, c'est comment, justement, en tant qu'enfant, bah, du coup, ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas jusqu'à nous et pourquoi? Et du coup, comment ça va créer aussi, une distanciation vis-à-vis de nos parents au moment où on est, justement à leur contact, quoi.
dans l'enfance, quoi, l'enfance, l'adolescence. Après, si j'apprends l'arabe, moi je trouve ça très bien que des gens se mettent à apprendre l'arabe. Je crois que j'ai essayé par ailleurs, j'ai eu du mal. Bon, j'ai abandonné, j'ai repris. Bon, ça, on pourrait pas parler de ça, mais je trouve ça pas très intéressant. C'est-à-dire que c'est juste que ça parlerait de moi et de ma petite personne et de mes affres avec la. Voilà. Mais moi, simplement, ce que je tenais à dire dans ce moment-là, sur la question de l'apprentissage de l'arabe, c'est que, en fait, il y a quand même autre chose qui s'est joué quand même. Enfin, c'est-à-dire, pourquoi, au-delà de la simple paresse, quoi, il y a une espèce de, comment dire, de haussement d'épaule, mais qui est lié aussi à, mais de toute façon, pourquoi faire, quoi? À quoi bon? Pourquoi faire? On est en France, et puis la France, on voit bien que c'est pas quelque chose d'important ici. C'est même plutôt bien de pas le parler. À quoi ça va nous servir? De toute façon, c'est foutu, quoi. Il y a un truc comme ça. C'est foutu. Bah ça, je pense qu'il faut le donner à le voir. C'est pas un truc prescripteur. Je dis pas, je suis pas en train de le Ouais, ouais, défendre. non, non, Je suis en train de mais dire, c'est un bah, témoignage. c'est un récit. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, pour moi, je pense que, bon, par rapport au retour que j'ai, je pense que c'est pas quelque chose de personnel, quoi. Enfin, c'est pas, je pense qu'il y a quelque chose qui a eu lieu aussi pour un certain nombre de gens. Et voilà, donc j'essaye de donner à voir aussi tout ce qui s'est passé, quoi. Alors, je parlais tout à l'heure des tendances un peu contradictoires, voilà, cette tentative et cette volonté de vous frayer un propre chemin vers Dieu ou voilà, un langage développer votre langage spirituel, et en même temps vos frustrations sur le fait d'ignorer, voilà, les prières, les sourates et cetera, et de recourir parfois à ce bricolage, ou à ces formes, païennes. Est-ce que je peux vous poser la question, finalement, où est-ce que vous en êtes dans votre rapport à Dieu? Voilà, est-ce que vous diriez que vous avez la foi? Est-ce que vous êtes, en cheminement? Est-ce que vous vous posez des questions? Voilà, ou est-ce que, vous êtes aussi parfois traversé par des moments de voilà, de scepticisme, Mais moi, ou même même peut-être parce qu'il y a plusieurs passages contradictoires dans le livre. Je les avais, notés, mais bon, je vous laisse déjà répondre à cette question. Où est-ce que vous en êtes finalement? moi, j'ai l'impression que là, tout ce que vous avez dit, ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. Le fait d'avoir la foi et d'être traversé de doutes et d'être en cheminement d'être encore en train de chercher, etc. En fait, ça ne s'oppose pas, vraiment. Et je pense que j'ai cessé d'opposer ces régimes-là. Et en cessant d'opposer ces régimes-là, ça m'a même aidé, disons, à revenir vers ce chemin-là. C'est-à-dire en cessant de croire que être croyant, c'est être croyant, point. Et c'est la fin d'une aventure. C'est-à-dire que ça veut dire, bah voilà, on se soumet à quelque chose et puis c'est fini. Il s'agit à ce moment-là de cesser de penser, quoi. C'est-à-dire, c'est la fin d'une aventure. Moi, j'ai compris, quand j'ai compris, en fait, que c'est au contraire, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une pensée, c'est le début d'une ouverture vers des horizons de pensée, de régime de vérité, que c'était extrêmement riche et que ça pouvait permettre, au contraire, bah, justement, des choses qui sont liées à des contradictions. Mais les contradictions, c'est quoi? C'est une pensée en mouvement, en fait. C'est une pensée qui n'arrête pas de s'éprouver elle-même, en fait. De s'éprouver pour essayer de voir si elle peut continuer à avancer, s'il faut que, voilà, elle éprouve ses limites. Moi, quand j'ai compris ça, c'est là, je pense que je suis. Eh ben, je pense que c'est pour cette raison que, comment dire, que j'y suis allée, quoi. Que j'y suis allée et que j'ai compris. Parce que, Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre avec Dieu, une rencontre intérieure dans son cœur, c'est-à-dire, la perception d'une présence, c'est-à-dire une espèce d'expérience, mais moi, spirituelle, je mais suis pas pas. forcément mystique, hein. On Ouais, n'est pas ouais. obligé d'aller dans Oui, des oui, élans dans des mystiques, révélations et mais tout. voilà, mais on peut est-ce que parce que c'est comme ça la foi, parce que Bah, vous moi, parliez beaucoup de pensée, ouais. mais là, on est déjà dans la réflexion, on est déjà dans la ratiocination, enfin, on est dans la rationalité de sentiments, qui sont, eux, vécus. Voilà, est-ce que vous passez Ah, par parce ces que, moments-là? mais moi, c'est normal que je passe par ce médium-là, parce que moi, de toute façon, je pense que le cœur, je veux dire, le chemin du cœur, il est différent selon les personnes. Moi, le chemin de mon cœur, il est à la fois par l'intellect, par la philosophie, parce que j'ai fait une formation de philosophie, c'est des choses qui sont restées comme ça en moi très ancrées, mais aussi par la politique, voilà. Et je pense que c'est pas les chemins qui sont profanes
ces chemins profanes peuvent finir par nous amener effectivement à un rapport, disons authentique à la fois, quoi. Mais c'est pas, je veux dire, il faut les prendre tels quels. Donc c'est comme ça que moi je les exprime parce que c'est ma singularité, c'est-à-dire c'est par là que j'y suis arrivée et qu'après, ce qui est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. C'est-à-dire c'est très difficile, de rendre compte de ce qui est dans mon cœur. C'est-à-dire c'est très intime et par ailleurs là, on parle pas, comment dire? Parce que là, on a l'air de dire que j'étais athée et puis d'un coup, je suis tombée, dans la religion. Bah, je veux dire, je suis née, musulmane, j'ai été, éduquée par des parents, musulmans pratiquants, j'ai pratiqué, on a pratiqué, je veux dire, c'était en moi, depuis toujours. Je veux dire, j'ai grandi, C'est bien de le préciser parce qu'on ouais, parlait tout à l'heure de transmission, oui. de ruines, et cetera, qu'il fallait tout reconstruire. Donc c'est bien Non, bien c'est bien de sûr, bah, rappeler ça. j'ai grandi, dans un environnement, pieux, pratiquant et cetera et j'ai pratiqué et j'étais là, voilà. Mais je sais qu'il y a des moments où je pense que c'est j'allais dire quasi inévitable, non, mais ça dépend aussi des trajectoires qu'on prend. Mais il y a des trajectoires qui fait qu'on peut avoir des baisses de foi, on est Mais ça, c'est éloigné, normal, hein. voilà, c'est ça C'est tout à fait normal. mais ça, c'est moi, je Je veux dire l'articule. même dans le champ, religieux, Oui, ça c'est ça quelque c'est ça chose ça qui se c'est dit. clair. Mais La foi augmente et elle c'est baisse sûr. et voilà et elle Non, mais augmente. c'est sûr. Mais moi, dans ce récit-là, c'est que juste que je l'articule avec la politique, en fait. Je l'articule avec le fait social, en fait, avec le fait d'être, musulman en France, quoi. Musulman en France, ça a un effet. Ça a un effet aussi sur la foi. L'islamophobie, ça a aussi un effet. Ça peut non pas la détruire, mais comme c'est une politique qui vise à la traquer, à l'enlever, bah oui, du coup, même s'il y en a qui ont résisté et c'est extraordinaire, il y en a qui ont, bah, qui aussi ont, pu, euh, ont pu la perdre, ont pu être abîmés à cet endroit-là, etc. Mais la perte, c'est pas la perte définitivement, c'est aussi ça que je raconte. Mais justement, est-ce que la solution de toutes ces crises identitaires qu'on a tous plus ou moins vécues, hein, est-ce qu'elles elles ne peuvent pas se surmonter par un engagement, personnel, pas individuel mais Mm. personnel, un engagement, religieux, au sens mais pas forcément au sens, classique du terme, parce qu'on peut ne pas se retrouver aussi dans les discours et dans les, voilà, dans les attitudes ou dans les états d'esprit, parfois de sa propre communauté, hein. On peut avoir une singularité de trajectoire de vie et cetera. On peut vouloir chercher son propre chemin vers Dieu, mais malgré tout, ça passe par ce type d'engagement et je vous dis ça, par exemple, parce qu'on voit très bien des milliers de Chantal, de Pierre, de Marilyn, voilà, qui embrassent l'islam, et qui, voilà, qui développent leur propre voix, voilà, et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi cette fluidité du message de l'islam et qui permet justement de dépasser cette, cette angoisse et cette douleur du déracinement. Alors, pas forcément avec le pays d'origine, parce que justement, il faudrait aussi peut-être ne pas mélanger algérianité et islamité, c'est-à-dire même s'il y a un lien, bien sûr, Bien évidemment, sûr. il y a un lien, mais on peut, voilà, enfin, voilà, l'islam a comme une dimension, voilà, qui est universelle Oui, et voilà, qui extraterritorial. se permet, il y a cette relation avec Dieu qui est directe, sans Oui. intermédiaire, etc. Voilà, est-ce que cet engagement, ce type d'engagement spirituel, personnel, n'est pas une solution par rapport à cette crise identitaire, générationnelle que vous Bah moi, évoquiez? c'est ce que j'ai l'air de dire dans mon livre, non? Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que là, en plus, nous, il y a beaucoup une quête pour les descendants d'immigration, il y a une quête de réancrage dans un territoire. C'est-à-dire la question, on est français, pas français, on est algérien, donc des choses qui sont liées à des nationalités, par exemple, qui sont des catégories, moi je dis, des catégories modernes, la nationalité, voilà. Est-ce que je... et qui, c'est à partir de ça, par ailleurs, que les nœuds se mettent à exister, quoi. Les nœuds d'allégeance, d'appartenance, je sais pas quoi, pourquoi est-ce qu'on est français, pas français. Mais évidemment, quand moi, là, en plus, j'arrête pas de le dire, c'est une génération, comment dire, qui n'habitera pas, mais qui va traverser. Ça, c'est un moyen, c'est une façon de dire en fait que il faut peut-être quasiment renoncer à cette espèce de désir d'ancrage terrestre à partir de, comment dire, au lieu de vouloir absolument appartenir à des catégories qui sont en bas, quoi, qui sont des catégories, Profane, mondaine? bah oui, mais en tout cas nationales, vouloir intégrer comme ça, bah, C'est en du fait, nomadisme, c'est du nomadisme. bah, Il faut rester en mouvement, faut pas se bah, c'est-à-dire qu'une des solutions, c'est plutôt de regarder vers le ciel, quoi. Voilà. d'accord. C'est-à-dire là, il y a quelque chose qui peut s'unir et qui peut faire sens. Et qui fait sens d'autant plus que bah, la métaphore que je prends, c'est un oiseau. Donc c'est un être en mouvement. Et puis par ailleurs, un oiseau,
comment dire, incarner ce que j'appelle l'exil, le fait d'être de la diaspora, issue de la diaspora. C'est aussi ça, j'essaie de donner à voir à quoi ça peut ressembler, en fait, comme animal. Une diaspora, enfin, comme peuple, le peuple de la diaspora, c'est effectivement, c'est un oiseau qui envole, quoi, qui envole et qui appartient pas tout à fait à ces catégories-là, à des choses. Mais c'est une manière de sublimer ça, de le sublimer. Et cet oiseau, par ailleurs, il prend différentes formes, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un oiseau spirituel, religieux et spirituel, mais c'est un oiseau aussi politique, parce que moi je suis militante. Et moi, ma pratique politique, mon engagement en politique, je le dissocie pas aussi de l'aventure qui a été la mienne de vouloir aussi me réaffilier dans ma communauté, au sein de ma communauté. C'est là que j'ai appris déjà à me réaimer, à aimer les miens, à en être en fait. Déjà ça, juste à en être et à trouver que la communauté, c'est une bonne chose. Alors, tandis qu'on a passé. Mais il y a eu un Bah, rassemblement, là, le rassemblement annuel des musulmans de France au Bourget, là, qui s'est tenu, qui devait ne pas, qui avait été, enfin, il y avait un qui arrêté a failli être d'interdiction annulé, ouais. par le ministre de l'Intérieur au dernier moment, et finalement, en référé, ils ont obtenu. Et voilà, c'est une expérience assez intéressante parce qu'il y a vraiment un bain communautaire, mais très vivant, très agréable, très beau. Il y a de belles initiatives, il y a des projets, il y a des associations, il y a des livres, il y a des conférences. C'est vraiment un lieu de vie, Ouais, un ouais. lieu de partage. Et c'était pour Non, compléter non, un mais peu ce que vous disiez. c'est Alors, il y a quand même un élément qui m'a un peu frustré sur votre, enfin, sur certaines approches, votre manière d'aborder la question de la religion, qui est cette approche que je parlais tout à l'heure, païenne, où vous associez, vous mélangez des registres qui sont propres, par exemple, au paganisme, comme la main de Fatma. Vous parlez de magie, vous parlez de talisman, vous parlez d'invocation des morts, de fantômes. Vous parlez de la haine. Alors la haine, c'est quelque chose qui existe dans l'islam, c'est vrai, mais vous en faites pratiquement une puissance hypostatique, voilà, qui est très supérieure à ce qu'elle représente. Et vous associez ce registre et vous passez comme ça, subitement, de ce registre-là avec des formules coraniques. Au moment de l'enterrement de votre papa, voilà, vous rappelez un peu tout ça, ou des invocations. Euh, est-ce que, est-ce que vous assumez, enfin, j'allais dire, est-ce que vous assumez ce paganisme, parce que vous parlez de prière païenne aussi à un moment donné, une chanson, vous récitiez une chanson mmh. arabe, parce qu'effectivement, vous aviez envie de prononcer une parole sacrée, hein, on peut le dire comme ça, une parole sacrée. Vous aviez pas, vous n'aviez pas ces références-là, et donc vous aviez cette chanson-là qui a fait un peu le médiateur et le véhicule un petit peu de votre sentiment. Est-ce que pour vous, ce mélange hybride, cette espèce d'approche hybride, vous l'assumez, ou est-ce que c'est une étape vers autre chose? Bah, je l'assume, au sens où en tout cas c'est la mienne. C'est celle qui est, pour l'instant, c'est celle qui est la mienne. Je veux dire, oui, il y a quelque chose, de mélangé, de très hétérogène. Il y a une tension, mais cette tension, c'est encore une fois, c'est l'espace d'un récit. C'est ça qui permet le récit, c'est ça qui permet l'aventure, en fait. C'est une quête, en fait, si vous voulez. La grande méthode, par ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin d'une grande méthode. Une grande méthode, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller chercher, quoi. Il y a une traversée. Alors Il y a allez-y, vous pouvez en parler maintenant de la grande méthode. non, mais c'est vraiment le récit d'une quête, quoi. Ça veut dire que c'est le récit de quelque chose qui n'a pas encore été trouvé, mais qui est en train de. Oui, c'est une aventure en train de. Là, sur l'histoire des mains de Fatma, etc., c'est des choses. En fait, moi, si vous voulez, moi, j'essaie d'être la plus honnête possible, en fait. La plus vraie, la plus juste. Genre, je pourrais m'inventer une vie, hein, et faire comme si j'avais mon islam, il était érudit, pur, qu'il était cohérent, parfaitement cohérent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction, tout va bien. C'est pas vrai, en fait. Il est profondément abîmé, voilà, il mélange plein de trucs, encore une fois. Ça, les mains de Fatma, etc., moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup, comment dire, qui m'ont beaucoup habité dans mon enfance, par exemple. Dans mon enfance, je sais que mon rapport à l'islam, c'est un islam très peuplé. Voilà. Et c'était peuplé de choses, de, 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 de talismans. Je portais des mains de Fatma, je portais des œils. Je sais qu'il y avait que ma mère, elle était allée voir une voyante. Il y a des choses comme ça. Et puis peu à peu, tout ça a disparu. Euh,
tout ça a disparu, tout cet aspect-là a disparu. Ma mère a elle-même, elle a plutôt tendance à me dire: «Non, non, on s'est trompé, faut pas enfin, oublions cette étape» et j'entends, il y a pas de Ouais. problème. Mais moi, comme je suis en moi, ça a existé quand même et ça existait, ça m'a Ça constituée dit quelque chose, et ça ça a raconte dit quelque voilà, ça chose. raconte quelque Ça chose. raconte une avancée, une aventure. En tout cas, il y a quelque chose qui a bougé, quoi et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a bougé? Pourquoi d'un coup ça s'est devenu interdit? Alors que c'était quelque chose de bon et moi j'ai besoin de faire feu de tout ça, en fait. De faire feu de tout ça parce que c'est à l'intérieur c'est et j'essaie de trouver un sens à tout ça. Comment du coup, il y a ça et en même temps j'entends d'autres choses, hem et voilà, juste je donne à voir, ce grand comment dire? Bah, c'est pas qu'un désastre, hein. Je veux dire, c'est aussi quelque chose, faut Une il ex faut il c'est faut une expérience, c'est une c'est étape une dans expérience, dans mais il faut voir moi parce que là, la manière dont on en parle, on a l'impression qu'il y a que de la passion triste, par exemple, quelque chose de c'est douloureux et cetera. Mais en vrai, dans mon livre, ce que je donne à voir aussi, c'est beaucoup d'humour déjà et j'ai il y a de la puissance à cet endroit. Je veux dire, il y a de la joie aussi d'avoir à reconstruire quelque chose et de rendre actif un héritage dont on a dont on n'est pas simplement les passifs, comment dire? Héritiers. Ça veut dire que ça le fait que cet héritage il soit abîmé, ça nous oblige aussi à nous mettre au travail, quoi. À nous mettre au travail, à chercher, à reprendre voilà, à recréer des choses et cetera et ça et à nous re et ça, c'est un endroit de puissance aussi. C'est un endroit de grande puissance, un endroit de joie, c'est un endroit de drôlerie parce que ça crée des choses un peu absurdes aussi, il faut dire. Ça crée des aberrations, moi j'entends. c'est un révélateur, c'est Oui, un miroir de toutes les contradictions mais bien et sûr, il y a de écrit toutes les des aberrations, douleurs. mais qu'est-ce que ça Ouais. veut dire? Comment tu peux être musulman, tu dis ça, puis les impies croyants, la prière profane. Qu'est-ce que ça veut Ah oui, n'importe quoi, ça n'a aucun ouais, ah sens. ouais, non, vraiment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais moi je quoi?» trouve ça bien de montrer ça. Que c'est des choses pour voilà, qui existent, quoi. C'est une manière aussi c'est pas seulement une manière d'abîmer le sacré, c'est une manière de montrer comment le sacré aussi, il a pu se comment dire? La foi par exemple a pu ruser aussi, en rentrant dans le profane, en se planquant dans le profane à un moment où justement elle était traquée à d'autres moments. Elle était tellement méprisée, c'est tellement méprisé qu'on a pu s'en détourner. Mais en fait, on a cru qu'on avait perdu, par exemple, complètement la foi, qu'on n'y croyait pas, mais en fait, c'est juste qu'on l'avait mise ailleurs. Vous ressentez parfois le besoin enfin, c'est une question qui peut paraître bête, mais c'est juste, pour situer un petit peu votre rapport, hein, c'est toujours un peu la grande question. C'est quand même c'est aussi la grande méthode, la sagesse musulmane pour reprendre littéralement la chose. Ça vous a vous ressentez ce besoin de prier, de vous adresser directement à Dieu? Parce que vous disiez que votre rapport un peu votre cheminement personnel, c'était aussi beaucoup porté sur la philosophie et sur l'action politique. C'était votre manière de vous Oui, engager. c'est vrai. Puis vous avez un passage sur le témoignage aussi, vous dites: «Parler, c'est aussi prier», voilà, il y a cette idée du témoignage et l'acte aussi est un témoignage. Mais est-ce que au delà de ça, est-ce que vous ressentez parfois le besoin aussi voilà, de communiquer directement avec Dieu, ce qui est l'objet de la prière finalement, hein? Toutes les religions ont une prière d'ailleurs. Je crois que ça pourrait être une manière de définir aussi la religion. Est-ce que vous ressentez aussi parfois ce besoin-là? Voilà, ou est-ce que vous avez investi, comme forme personnelle exclusivement l'action politique et aussi la réflexion philosophique? Non, non, mais ça, c'est pour le coup, il y a une grande peut-être que, si vous posez la question, c'est parce que vous avez le sentiment que ça n'apparaît pas dans le livre, c'est ça, non? Alors dans le livre, non, c'est pas ça, c'est que dans le livre, il y a vraiment une dimension, symbolique et littéraire extrêmement forte Ouais. et qui prend parfois des détours et il y a aussi ces tensions ces contradictions et l'être humain aussi est truffé de contradictions, c'est vrai. Et là, c'était plus, à l'auteur que je m'adressais Non, mais directement. d'accord, Voilà. mais non, mais ça m'intéresse et c'est une vraie question que je vous posais parce que je crois que là, par exemple, je j'ai du mal à répondre. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai de la pudeur à cet endroit-là. D'accord. C'est-à-dire que, il y a un truc qui est c'est ma manière de c'est ce que je disais tout à l'heure, ma manière d'en parler, c'est d'aller, puiser, la philo, la pensée ou la politique. Mais après ce truc-là, il y a quelque chose de précieux, qu'on touche pas, en C'est fait. d'intime, quoi. Ouais, je pense, c'est la plus pure intimité, plus que toutes les autres types d'intimité et par ailleurs, c'est un texte, qui est écrit comme ça aussi, qui tient quand même un lien, à une valeur qui est celle de la pudeur parce que, écrire en plus, ça on n'en parle pas beaucoup, mais je veux dire, écrire,
quand on est en France, qu'on est descendant de l'immigration, etc. Et qu'on veut parler de la famille, de ces questions-là, etc. Vraiment, c'est mettre ce récit entre les mains, entre les pires mains du monde, quoi. C'est se mettre à nu, quoi. C'est se mettre à nu, mais en plus, c'est des gens qui vont faire des tâches, quoi, Ouais, dessus. ouais. Ce monde ne le mérite pas, en vérité. Mm. Moi, j'ai vraiment ça. Ce monde ne mérite pas mon père. Ne mérite pas que je mette mon père là, comme ça, au milieu de ça. Dieu. Il y a ce sentiment-là. Il y a une grande tension dans l'écriture qui est. Putain, Il y a des choses que il vous faudrait avez ne pas envie le de dire, faire. mais que vous Mais en vous même temps, il faut interdisez le de faire. dire. Voilà, en même temps, il faut le faire parce que c'est ça aussi le geste d'écriture. On a envie de témoigner, on a envie de parler, de parler aux nôtres, on a envie de faire circuler comme ça une expérience, une parole. C'est important. Je veux dire, c'est ça qui est au fondement de l'élan de la création, enfin voilà. Et en même temps, je sais que je m'expose et que je risque d'abîmer ça et que je le mets au contact d'un monde pourri, en fait. Et donc moi, je le fais tout en cherchant des formes qui protègent ce que j'ai à dire. Donc aussi, je pense, toutes ces formes, on pourrait dire cette débauche de formes avec plein de voix, plein de trucs et tout, c'est aussi peut-être probablement, je pense, un moyen De de vous protéger, ouais, ouais. de protéger un écrin, enfin, ouais, c'est un écrin, quoi, de protéger quelque chose qui est, pour le coup, qui est le sacré, qui est le rapport sacré qui me lie notamment à mon père, et aussi, Et aussi à votre mère, parce que vous avez un oui, passage, merci beaucoup pour la transition, c'est parfait. ouais, Vous avez un passage remarquable sur votre maman, vous sacralisez votre maman, parfois je trouvais avec un peu d'exagération, mais c'est l'exagération de l'amour, bien sûr. Et tout amour est exagération. Et donc c'est un repère puissant dans votre existence. Et vous montrez même que votre mère était au-dessus de votre père, parce que vous parliez déjà de votre père, qui avait une place très importante dans votre vie, évidemment. Mais voilà, vous vous dites, alors que dire encore de ma mère? Voilà, peut-être un mot là-dessus? bah oui, moi je pense que c'est des êtres d'exception. Non, mais parce qu'ils appartiennent en plus à un monde qui est en train de disparaître là. C'est-à-dire que la première génération. Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a plus? Qu'est-ce qu'ils ont ou qu'ils avaient qu'on n'a plus? Et ben, il y a un autre endroit où je parle de l'huile protectrice là. Ils ont une espèce de protection vis-à-vis, bah, quand je disais ce monde qui est pourri, qui est un monde qui ne respecte rien. Moi, je pense vraiment le monde, le règne sous lequel on est en France, Occident, qui est un règne islamophobe, capitaliste, matérialiste, etc. C'est un règne qui n'a aucun respect pour rien, qui ne respecte, qui n'a pas de valeur, qui même les valeurs au nom duquel elle s'érige, elle n'y croit pas elle-même. Ce monde ne croit pas à ses propres valeurs. Tout est là pour être, comment dire, instrumentalisé, capté, comment dire, exploité, capitalisé. Tout est... euh, Et c'est la modernité, ça oui, c'est les tendances de la modernité. bah oui, Mais ce que je veux dire, c'est que même les idéologies qui se sont affrontées au sein même de la modernité, le marxisme contre le capitalisme, etc., elles étaient les deux faces d'une oui. même pièce, d'une certaine manière. Cette vivacité, cette spiritualité, cet élan qui nous permet de nous dépasser de la pure animalité et de la pure matérialité de notre existence, c'est quelque chose que la modernité a perdu. Et effectivement, Bah oui, mais moi je pense que, bien sûr que mes parents ils étaient dans ce monde-là et aussi ils étaient probablement traversés par ce monde, quoi, par la modernité, etc. Mais quand même, non. Mais quand même, ils avaient autre chose. Quand même, ils appartenaient à un autre régime de vérité, entre guillemets. Ils tenaient à des choses qu'aujourd'hui on peut plus facilement laisser de côté. On peut détourner les yeux. Je pense que c'était. Mes parents, ils obéissaient à d'autres lois, quoi, que ce monde. Ils obéissaient à d'autres lois, oui, je parle au passé alors que ma mère est encore en vie. Je parle au passé. Mais oui, mais parce que vous parlez pas seulement de votre mère, mais vous parlez oui, de tout un monde, voilà, toute une c'est ça, époque. tout un monde. Non, puis après, il faut encore une fois, c'est un procédé littéraire. Le fait d'idéaliser, etc. Bon, ça s'appelle un procédé littéraire. Je sais bien que c'est pas des saints, mais ça s'appelle un procédé littéraire, quoi, qui me permet effectivement d'exprimer l'amour, effectivement, que j'ai pour eux, l'admiration que j'ai pour eux. Et par ailleurs, en plus, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que cet amour, là, vous parliez de ma mère, mais il s'exprime presque, je lui en veux, vous voyez. Je lui en veux d'être, comment D'être dire. aussi parfaite. Ouais, ouais, il y a quelque chose comme ça. J'ai un énervement, j'ai un agacement
Mais c'est ma manière pudique aussi de dire l'amour. De pas lui dire, je lui dis pas je t'aime, je lui dis pourquoi t'es comme ça quoi. Je veux dire c'est bon C'est arrête. vrai qu'on dit pas je t'aime à nos parents comme Non ça. mais on lui dit mais arrête de nous Ouais. donner à manger quoi. C'est bon. Je sais pas, pense à toi. Pourquoi vas-y tu vois. C'est aussi là aussi c'est une forme pudique de leur raconter ça. Alors, page 32, vous parlez d'un homme qui a trahi votre père, votre père avait prêté une somme d'argent à cet homme et qu'à un moment donné, cet homme avait nié ce fait-là. Avait dit, mais de quel argent tu parles? Je ne sais plus la phrase que vous aviez utilisée. Et donc, vous parlez de trahison, vous parlez de traître à plusieurs reprises, donc c'est un mot assez fort. Et là, j'ai trouvé intéressant et j'ai trouvé aussi un peu curieux que vous ne soyez pas allé jusqu'au bout de votre logique, parce qu'on retrouvait un peu le vocabulaire, on pensait au vocabulaire un peu du FLN, vous savez, le rapport à la France, la trahison, les harkis, etc. Il y a un peu de ça. Et je me suis dit, voilà, vous parlez de traite, vous parlez de la France, mais je me suis dit, pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de cette logique, puisque vous passez complètement à la trappe le même type de trahison, ce qu'on pourrait appeler une trahison, peut-être, vous me le direz, si je reprends cette logique, qui est celle de nos pères et de nos grands-pères qui ont lutté pour l'indépendance pour beaucoup d'entre eux, mais ont abandonné aussitôt l'Algérie pour rejoindre la France et lui offrir leurs plus belles années, leurs sueurs et même leurs enfants. Voilà. C'est vrai, ça, c'est quand même une question, et ça a beaucoup tiraillé la communauté, notamment algérienne, parce qu'il y avait la guerre de libération, et au point que jusqu'à une certaine époque, avoir la nationalité française, c'était la trahison, y compris en France. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que cette question-là, parce que d'une certaine manière, c'est aussi le même type de logique que l'on retrouve. Pour moi c'est pas de la trahison ça. Le fait que mes parents soient venus en France, ils sont venus à la faveur comment dire, de l'immigration ouvrière. C'est un pays qui a été détruit. On est au lendemain de la guerre d'Algérie, de la colonisation. Il n'y a plus rien. C'est normal. Je veux dire, c'est des stratégies de survie là. C'est des moments. C'est normal de vouloir, comment dire, aller travailler, faire en sorte que sa famille ait de quoi à manger. Et mon père, c'est voilà, l'immigration ouvrière. Il est venu travailler en France. C'est pas de la trahison pour moi. Ça, c'est un moment où Et tout le monde n'est pas parti. non, tout le monde n'est pas parti. Bon, bah, c'est des choix, mais je dirais pas que eux, ils ont trahi. Je pense que ils ont cherché à, Ah, mais à, moi, je ne dis pas qu'ils ont à trahi, mieux vivre. Voilà. mais je Non, dis mais que si on pourrait penser nous, qu'on on pourrait pourrait le prendre penser. cette logique-là et se dire que finalement, Bah, c'est plutôt non, c'est plutôt des gens qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, qui sont venus en France. Et par ailleurs, on pourrait dire aussi, bah, c'est la moindre des choses. La France arrive, domine un pays pendant 200 ans, ils finissent 130 ans, ils repartent en vidant toutes les caisses, ils détruisent tout. Bah oui, c'est la moindre des choses qu'on vienne. Enfin, je veux dire, on peut pas croire que c'est la fin de l'histoire au moment où ils se barrent, quoi. Je veux dire, bah non, on est là maintenant, on est un peu liés, nos économies sont liées. Et puis par ailleurs, c'est pas que les Algériens qui vont en France, hein, c'est les Français qui viennent les chercher hein, pour qu'ils travaillent dans les usines. Hein. Donc il y a aussi cet aspect-là. Donc bah bon, pour moi, c'est vraiment, c'est pas du tout des traîtres au sens où par ailleurs, ils ont gardé une espèce de grande lien d'appartenance avec avec leur pays, l'Algérie. D'ailleurs, il y a ce fameux grand mythe du retour. On est tous nés avec des parents qui considéraient que de toute façon, ça c'est provisoire. On est ici de manière provisoire. On va finir par rentrer. C'est pour ça qu'ils tenaient à leur maison, qui était inachevée par ailleurs. Mais c'est si un jour viendra. Un jour viendra. le mythe du retour. Le mythe du retour a toujours été là. Mais c'est dire à quel point eux, leur cœur, leur âme, leur loyauté, elle était à l'endroit du pays qui avait été quitté. Mais il y avait quelque chose. Et qu'est-ce qui les maintenait en France? C'est pas que finalement ils aimaient la France ou le confort de la France, c'est qu'ils avaient fait des enfants. Ça, ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas mesuré. C'est que bah, les enfants, par contre, eux, ils ont connu que la France, quasiment, quoi. En tout cas, c'est maintenant leur vie était là, donc on pouvait plus imaginer revenir avec eux, et en même temps, eux, ils pouvaient plus imaginer rentrer en Algérie en laissant leurs enfants ici. Donc il y avait quelque chose qui était un peu mince. On est coincé, quoi. On est coincé dans ce rêve-là qu'on a eu. Et voilà. Par ailleurs, je sais pas, mes parents, ils n'ont jamais eu la nationalité française. Hein. C'était leur endroit de. Genre, je suis pas française. C'était leur endroit de. Ou leurs enfants, je veux dire, voilà, même. Ouais, ils n'ont jamais voulu l'avoir.
Ils ont toujours été algériens, jusqu'au bout. Mon père a été algérien jusqu'au bout, il a jamais été français une seule fois et ça, c'était un endroit c'était un Une ligne rouge. ouais, c'était en tout cas, c'était une démarche active, hein. C'est-à-dire qu'il a pas fait la démarche, d'avoir la nationalité. Probablement qu'il l'aurait eu parce qu'il est resté pendant quand même assez longtemps et tout, mais il a jamais voulu, Et en avoir plus, la ils sont nationalité. nés à une époque où l'Algérie était encore française. Ouais. Et donc, Bah oui, c'est administrativement, ils y avaient le droit. Ouais. voilà, Ouais, ils auraient pu. ils auraient pu le demander. Ouais. Alors, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, page 84-85, où vous parlez de voix intérieures que vous appelez des démons et qui vous assaillent de leurs doutes. Je vais lire un extrait. Les démons ne sont pas comme on les raconte, ce ne sont pas des bêtes aux sabots fendus ni des diables rougeoyants. Ils ne font pas peur sans prévenir. Ils s'installent doucement. Ils attendent que l'on soit assez vacillant pour ne plus savoir si ce sont eux qui parlent ou nous-mêmes. Ils se glissent dans les méandres de l'esprit, se greffent sur des voix familières. Ils ne hurlent pas, ils s'immiscent, questionnent, insinuent. En italique, on t'a vu faire, disent-ils. Le mausolée intime, la sacralisation du Père, tu te racontes des histoires. Il s'est tu, non pas parce qu'il contenait un monde, mais parce qu'il n'en avait plus. Il souffle dans le creux de mon oreille. Tu bâtis un mythe pour compenser un vide. Tu prends le silence de ton père pour une énigme. Tu fais du manque une richesse, de l'opacité une légende. Tu dresses un culte autour de rien. Fin de citation. Est-ce que ce sont la voix de démons ou de vous ou de votre conscience qui vous met face à certaines vérités dérangeantes et douloureuses? Mais c'est ça les démons. C'est là, je veux dire, les démons, c'est, les pensées, intrusives, qui prennent notre propre voix intérieure qui arrive et qui Le West-West. ouais, non mais c'est ça qui nous donne à voir, qui nous met à voir des doutes, et comment dire, c'est comment, ils sont fins. Je veux dire, là, par exemple, je leur fais dire des choses qui sont précises et qui, font mal, quoi. Parce que probablement il y a du vrai. Probablement il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Un démon, c'est pas il dit pas que la fausseté, il prend le vrai et il arrive à pour que justement que ce soit pour que ça puisse, comment dire, nous prendre, nous tétaniser, nous voilà, pour nous convaincre aussi. Ben, c'est quelqu'un qui arrive à enfin, c'est un esprit qui arrive à rendre tout suspect et oui, ça me permet aussi, de Est-ce que vous essayez de refouler ces pensées? C'est-à-dire, est-ce que vous refusez ces pensées? Au sens où vous considérez qu'elles ne vous représentent pas? Ou est-ce que vous vous dites: ce que je veux, ce qui m'intéresse le plus, toujours, c'est la bataille entre eux et moi. C'est-à-dire, je veux pas les annihiler complètement. Je pense que c'est sain qu'ils soient là. Pour moi, continuer à, comment dire, affûter mes armes, mon chemin, être sûr. Donc en fait, il faut à chaque fois que j'ai des instances comme ça, qui essaient de m'ébranler, de me faire douter de moi, de ce que je suis en train de faire, et cetera, pour que je puisse continuer à être, comment dire, vivante, quoi, dans ma foi, dans le chemin que je prends, que j'entreprends. Sinon sinon je «m'endormirais» en fait, entre guillemets. Je me laisserais engourdir, et puis ça finirait par, se stabiliser et puis se stabiliser, c'est la fin. Moi ce qui m'intéresse dans tout, même dans toute cette histoire-là, c'est qu'à chaque fois tout est mis en tension pour que je suis constamment éprouvée, en fait, et cette épreuve, en fait, c'est ce qui maintient en vie, c'est ce qui maintient vivant, mon aventure, ma foi, mon amour pour les miens, mon engagement politique. Parce qu'à chaque fois, il y a des bonnes raisons de ne pas en être. Il y aurait de bonnes raisons de ne pas croire ça, de dire qu'on se trompe, de je ne sais pas quoi, etc. Et c'est vrai, mais à chaque fois, ça m'oblige à être au travail, entre guillemets. Ça m'oblige à être au travail, en mouvement, à répondre aux coups, et donc à m'affirmer. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Tout le livre, c'est ça qui m'a intéressée, et dans ma vie, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'être constamment en tension. Mais c'est cette tension-là, c'est ça qui me maintient debout. Une tension, c'est ce qui fait qu'on est debout. Ben, c'est ça que je veux. vous écrivez aussi que votre art de l'écriture contamine votre rapport au monde, comme si vous ne pouviez plus vivre la pureté d'un moment sans vous projeter dans un projet d'écriture. Est-ce que c'est systématiquement le cas? Est-ce que vous vous retrouvez enfermé dans votre ego au point où vous voyez, dans toutes les situations et tous les événements que vous pouvez vivre,
et en autrui également? Est-ce que vous voyez seulement vous y voyez un moyen de vous adonner à l'écriture? Ou est-ce que c'est pour vous une médiation nécessaire, cet art de l'écriture, une médiation nécessaire pour communiquer avec le monde? Une forme d'autisme que vous tenteriez de conjurer? Bah, ça, c'est une grande question. Moi, je pense que, quand on est écrivain, oui, on a un bah, on va revenir au démon. On a un démon à dompter. Mais on a mais à dompter, mais pas complètement à annihiler. C'est-à-dire que ce démon, c'est qu'il veut absolument tout utiliser, tout ce qu'on a à vivre, tout devient une matière à produire un texte, à écrire. Les gens, on est prêt à les gens qu'on rencontre, etc., on est prêt à les, comment dire, à les vampiriser, quoi, à en faire quelque chose pour Mmh. notre œuvre à nous. Une Il y a, réification? Une ouais, réification? une réification, mais il y a quelque chose de l'ordre de, oui, on veut s'emparer de leur force, de leur beauté, pour en faire de la beauté, pour qu'elle nous appartienne, que ce soit entre D'accord. nos mains à nous. Et bah, c'est un acte un peu démiurgique, hein, on dit même. Hein. On se prend quand même pour Dieu, quoi, Donc, il y a un truc, oui, presque blasphématoire dans l'acte de création. Parce qu'on recrée une espèce de petite création, on recrée une espèce de petit monde qui est le nôtre. Mais pas Et à partir de rien. pas à partir de rien, ça c'est c'est sûr, heureusement. Pas ex nihilo. Voilà, pas ex nihilo. Mais on peut se prendre, voilà, pour un petit Dieu, quoi. Pour un petit Dieu de notre petit monde. Et, euh, et ça, je pense que c'est important de l'avoir, d'en être conscient quand on écrit, de savoir que c'est là. Et en fait, justement, de protéger ce qu'on a à écrire, bah, de notre propre geste à nous. Je veux dire, c'est ça que je dis. C'est de moi-même que j'ai à me protéger à ce moment-là sur la veillée, quoi. D'avoir cette vigilance-là, de dire, il faut une certaine forme de respect aussi, de délicatesse vis-à-vis de ceux quoi même de ceux à qui on a envie précisément, comment dire, de représenter, heu, de parler ou de rendre hommage, quoi. Là, en l'occurrence, c'est je rendre hommage à mon père, mais lui rendant hommage, je peux aussi l'abîmer. C'est-à-dire je peux le broyer. En fait, c'est comme quand on étreint quelqu'un, on peut le broyer en l'étreignant. Il faut faire attention. Là, un acte d'amour, ça peut être un acte aussi de et l'acte d'écriture, ça peut être une violence. La violence, l'écriture, c'est une violence. Vis-à-vis de tout. C'est-à-dire même un mot est une violence au sens où c'est, comment dire, c'est une forme dans laquelle on essaie hem, De faire rentrer une réalité? ouais, de faire rentrer une réalité, de faire rentrer un sens qui, lui, pourtant, est beaucoup plus grand que ça. Mais c'est Et aussi lui on permettre de survivre à l'oubli. bien sûr, c'est-à-dire que c'est inévitable. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là, mais quand même ce dont on veut rendre compte, il n'est pas complètement réductible au mot. Ouais. C'est-à-dire le mot, c'est juste, il Un faut pas signe. Il voilà, renvoie vers autre voilà, chose que c'est pas lui-même. faut pas le fétichiser, quoi. C'est pas le texte. Mais sauf que quand on est littéraire, des écrivains, et cetera, on peut avoir cette tendance à fétichiser le texte. C'est-à-dire on veut tout mettre et c'est le texte qui est la vérité, je sais pas quoi. Alors que c'est juste un endroit par lequel le sens passe, mais il faut pas qu'il soit piégé à l'intérieur. Il faut respecter ça. Bon, et ça, bah voilà, c'est une hypervigilance que j'essaie de mettre au jour. La grande méthode, c'est aussi ça. C'est un truc de comment on écrit comme ça, sans précisément Alors allez-y, vouloir développez un peu sur la grande méthode. capter. C'est quand même le titre de l'ouvrage. Moi, quand j'ai vu ce titre avant de lire le livre, j'ai dit ça m'a fait penser à Descartes, le discours de la méthode. J'ai dit, ah, eh ben oui, je connaissais le thème du livre. Je dis mais quel est le rapport? Donc c'est quoi la grande méthode? Ouais. Quelques mots là-dessus. Parce La que c'est à la fin que vous en parlez réellement. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais je peux dire le processus déjà pour le choix de ce titre, c'est pas un titre que j'avais au début. Il y a une Heu, citation de Brecht ouais, voilà. au C'est départ. un titre que j'ai eu à la fin, quasiment à la fin de l'écriture, alors que j'ai retrouvé, parce qu'en même temps, je relisais un livre effectivement de Brecht, qui est un livre qui s'appelle, Mitty, le livre des retournements. Le En grand fait retournement, je crois. Non, pardon, le livre des retournements. ouais, Vous le avez livre des raison. Oui, c'est ça. retournements. Oui, c'est ça. Et c'est un livre que je lisais régulièrement parce qu'en plus, c'est des espèces d'apologues ou d'aphorismes. Donc c'est un dramaturge, enfin un homme de théâtre Ouais, un homme de allemand, hein, théâtre Bertolt Brecht, hein, et du très XXe siècle. engagé, marxiste, et Ouais, cetera et juif, ouais. donc qui a eu à vivre quand même un certain nombre de choses parce que c'était, avant la Seconde Guerre mondiale. Hem et dans ce livre, en fait, il fait une opération, c'est un livre un peu étonnant, heu, il, comment dire? Il se ressaisit de la philosophie
chinoise. En fait, il écrit vraiment à la manière de la grande sagesse, d'une sagesse chinoise orientale. Il fait comme si c'était un grand maître qui parlait. Et en fait, ce qu'il a à dire, c'est des récits qui finalement racontent des enjeux qui sont liés à son contemporain à lui et à la politique. En fait, derrière chaque mot, chaque personnage, en fait, là, il parle de Lénine, là, il parle de Staline, là, il parle de Trotsky. Et en fait, il faut le comprendre, voilà. Mais du coup, il fait un truc un peu, après coup, je me dis, c'est un peu similaire quand je fais que moi. Ouais, ouais, Il y a quelque avec le chose maître et le voilà, ouais, ouais, avec une langue qui appartient à un autre temps, mais ouais, il la met au contact de problématiques à lui, qui est un militant marxiste. ouais. Il essaie de rendre compte, voilà. Et en fait, tout au long de ces pages, très souvent, il y a comme ça cette expression qui revient. La grande méthode, elle est en italique. D'accord. Mais il ne l'explicite pas. Il Dans tout le dit, livre, il en parle il explicite pas dans tout le elle est livre? partout, elle arrive tout le temps, mais on ne Ouais, sait jamais ce que c'est. d'accord. C'est-à-dire, mais il dit, en fait, voilà, car celui qui pense selon la grande méthode ne ferait pas ça, nanana. Mais s'il avait vécu selon la grande méthode, il aurait pu, nanana. Mais sans expliciter. On dirait que c'est un livre, en fait. On C'est dirait que c'est un livre. génial. En fait, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on comprend la Mmh. grande méthode, on comprend ce que c'est que dans des occurrences, dans des mises en situation. Mais cette grande méthode, elle ne peut pas être, comment dire, stabilisée en un énoncé. Elle n'est pas, c'est pas un traité en fait. C'est pas une recette. C'est quelque chose, c'est un art en fait de penser en situation. C'est un art de penser en situation, c'est un art, et donc c'est une sagesse. Enfin, c'est ça la sagesse en fait. La sagesse, c'est pas des choses qui sont, c'est des choses qui sont sans cesse réactualisées, et qui, du coup, il y a, voilà, c'est ce que je dis souvent, la permanence du sens à travers la fragilité des formes. Nous, il y a que des formes comme ça, et nous, on peut à la limite, en fonction, ça prend cette forme-là, mais dans un autre contexte, dans un autre endroit, ça aurait pris une autre forme. Bon, pour lui, comme en fait, en vérité, si on doit vraiment trouver un mot pour dire de quoi il s'agissait pour la grande méthode, lui, c'était en fait la dialectique. Il a un Ouais, mot ouais, pour le dire, c'est la dialectique. ouais. C'est-à-dire la pensée en mouvement, la pensée qui accepte la contradiction, La dialectique marxiste, d'ailleurs. marxiste, voilà, Matérialiste, voilà. matérialiste. Mais du coup, qui accepte la contradiction, en fait, en tout cas, qui pense la contradiction, son dépassement, et donc ça permet de toujours maintenir en vie, en fait, Mais selon une perspective, selon une bien perspective. définie, voilà. Voilà. Mais moi, je ne suis pas complètement, comment dire, extérieure à cette perspective, puisque je suis une militante décoloniale. Le décolonialisme, il est aussi enfant du matérialisme historique. Il crée aussi, je veux dire, il a aussi cette tradition-là en lui. Oui, mais Et alors justement, est-ce que ça crée pas une nouvelle, contradiction? Parce que le marxisme, le matérialisme historique, c'est un monisme matérialiste, voilà, qui est, hostile, et qui, voilà, qui considère que la religion, c'est une aliénation, qu'il mmh, faut supprimer de la société, alors voilà, justement, ce il y a sont un des travail. rêveries et cetera, des illusions dont il faut libérer l'humanité. Bon, c'était un peu le scientisme du 19e siècle aussi, hein, qui était très, très présent. Donc là, Mais il y forcément, a, là, comment justement, vous articulez ça? mais il y a un débat. En fait, en soi, déjà, dans le matérialisme historique, ce dont on nous rabâche, la gauche traditionnelle nous rabâche les oreilles, c'est cet aspect-là, effectivement. Mais De, il est très présent oui, bah, voilà. chez le Mais marxiste, en les fait, auteurs marxistes. en vrai, quand on s'y intéresse, même Marx lui-même, même Mmh. Marx lui-même, en vérité, quand on s'y intéresse de près, c'est pas ça. Je veux dire, le matérialisme, c'est pas considérer que toute forme de croyance qui est, comment dire, toute forme de croyance est une pure aliénation dont il faut absolument se débarrasser, car l'émancipation, c'est que par... ce que je veux dire que le monde est une pure mécanique reproductive, que l'esprit n'a pas de jeu, de part à jouer. Ça, en fait, c'est pas vrai. En fait, il y a des débats internes dans cette tradition-là, etc. Marx, dont on n'arrête pas de nous dire qu'il a dit que c'était l'opium du peuple, etc. Bon, et Mais il n'y a pas que l'opium du peuple, je veux dire, voilà. Non, mais voilà, il l'opium y du avait peuple, beaucoup de même en choses. soi, Oui, en soi, si tu reprends la phrase correcte qu'il a dit, en fait, justement, il dit pas que du coup, il faut la balayer d'un revers de main. Il dit que c'est l'endroit de la dignité des opprimés. C'est l'endroit de leur dignité. Que c'est précisément parce que c'est l'endroit de leur dignité qu'il ne faut pas laisser ça entre les mains du pouvoir, en fait. Entre les mains des institutions. Et qu'il faut faire attention à ça. Alors, je veux dire, il y a plusieurs bon, je suis lectures. sceptique là-dessus, mais Ouais. bon, on Non, va mais pas, voilà, en c'est tout pas le cas, sujet de l'émission, ce mais que je veux voilà. dire, c'est que Mmh, c'est des grands débats, en fait. ouais. C'est pas quelque chose qui est déjà clarifié. Et par ailleurs, moi, ce que je disais, c'était que nous, on est à la fois
Je veux dire, on sait qu'il y a ça en nous. C'est-à-dire, on va pas faire comme si on n'était pas, des occidentaux aussi. Je veux dire, on est des occidentaux. Je veux Oui, dire, oui, bien sûr, bien sûr. On a notre une culture voilà, occidentale, mais on notre est une synthèse d'une voilà, certaine c'est ça. manière. Et donc le mouvement auquel j'appartiens, bah, oui, il est né un peu dans ce sillage-là, mais il a rajouté autre chose. Il a fait quelque chose comme ça, un peu bizarre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Choravardi et Brecht comme ça. Oui, parce que je trouve que il a fait Oui, ça vous justement. parlez Il des a essayé citations qui sont en voilà. exergue du livre. Il a essayé en fait de faire coexister, c'est un peu ce qu'on est en train de faire, de faire, oui, coexister, se faire frictionner des mondes qui, jusqu'ici, plutôt se regardaient en chien de faïence, quoi, qui étaient plutôt opposés. Moi, il me semble que le mouvement décolonial, justement, il fait ça. Il fait un truc un peu bizarre, un peu monstrueux, tu vois, d'ailleurs, qui n'est pas compris, qui est pas compris ni par la gauche, peut-être ni même par les communautés musulmanes qui ne sont pas engagées dans ces luttes-là, qui disent mais pourquoi, comment pouvez être matérialiste, Ou hein, qui sont engagés, qui sont parce qu'il y a eu un engagés ailleurs, militantisme voilà. associatif Oui, musulman voilà. dans les années 80-90, enfin surtout dans les années 90, qui a donné le Forum social Bien européen. sûr, bien Il y a sûr. toute une tradition comme ça, mais pas sur le même paradigme. C'est ça, pas sur le même pareil. Nous, on est encore un peu différent. Il y a quelque chose de, bah, d'une monstruosité comme ça, politique. On est entre deux traditions qui normalement cohabitent pas, etc. Et on essaie de faire tenir quelque chose. J'arrête pas de faire ça depuis le début de cet entretien, parce que c'est vraiment c'est vraiment notre geste, hein, je dirais, hein, le geste. Est-ce que c'est pas une position dangereuse quand il y a des contradictions profondes et quand il y a des choses qui ne sont pas inconciliables, qui ne sont pas conciliables, comme un matérialisme pur et intégral et un théocentrisme, parce que l'islam c'est un théocentrisme, Dieu est au centre, c'est un monothéisme pur, hein, d'ailleurs, hein, c'est la forme peut-être la plus radicale du monothéisme dans les traditions sémitiques. Est-ce que c'est pas une position dangereuse voilà, à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas rattrapé par des réalités? Est-ce qu'il n'y a pas des porosités, des influences qui peuvent justement briser cet équilibre? Voilà. Non, moi je pensais pas. Au contraire, le fait qu'il y ait des porosités, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au contraire, c'est ce qui nous maintient en continuel mouvement. On est obligé d'être en mouvement tout le temps. Et c'est ça aussi faire de la politique. C'est être au contact du monde qui bouge, qui n'arrête pas d'avancer, qui n'arrête pas d'avancer, d'être en changement. Et non, moi je pense tout ce qui est tension, contradiction, etc. Moi je trouve ça extrêmement sain, au contraire, pour tout, pour la pensée, pour plein de choses. Je vis la contradiction. Moi j'ai un amour pour la contradiction. Voilà, je trouve que au contraire, c'est ça que je vais plutôt rechercher ça. Je vais plutôt à cet endroit-là. Moi, dès qu'il y a une contradiction, c'est là que je me dis, ça veut dire qu'il y a une pensée qui est en train de vouloir éclore et qui attend. Et qui justement, c'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire que c'est là où c'est difficile, où il faut aller. C'est difficile, c'est là qu'il faut tendre. Merci beaucoup, Louisa Yousfi. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de La Grande Méthode, publiée aux éditions La Fabrique, hein, le même éditeur que Rester Barbare. Voilà, donc ce livre, vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies, et y compris sur la librairie de Lorient, notre partenaire. Je rappelle aussi que vous êtes militante décoloniale et que vous officiez régulièrement sur la chaîne PDH, notamment la rubrique culturelle et artistique, mais pas que. Hein. Pas que, ouais. Pas que. D'ailleurs, il y a peut-être, parce que là, par rapport à ce qu'on se disait, il y a la dernière revue, nous, qu'on a écrite, qu'on vient de sortir. La revue Nous, c'était le dossier et c'est consacré à la religion, je pense que vous êtes au courant, Oui, oui, qui bah, j'ai s'appelle écrit un article, voilà. Ah, ben voilà. ouais, ouais, un article là-dessus. Légalisons l'opium du peuple, voilà. Voilà, Donc tout à fait. c'est un travail qui est, voilà, qui a, Alors, on est sur le métier, quoi. voilà, on aura une divergence là-dessus sur le regard du marxisme sur la religion, mais bon, et ça n'empêche pas il y a toujours des dialogues, et puis il y a les formes contemporaines aussi du Bien sûr, marxisme, il y a les penseurs, et puis il y a les formes contemporaines. En tous les cas, ce sera peut-être le sujet d'une bien future sûr, conversation. avec Merci plaisir. beaucoup, Louisa. Merci Merci à à vous. tous nos auditeurs pour leur fidélité, hein. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous soutenir. Il y a un lien aussi si vous voulez faire un don, et de partager cette vidéo. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un prochain entretien sur Mizen TV.